Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Je fais un petit signe à la communication, c'est bon. Donc, je salue les gens qui sont sur le live Facebook, je salue le public, les agents de la ville, les directions, je salue la presse et notre sténotypiste. Et nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal et je vais demander à monsieur, avant de prendre la parole, monsieur Waquet, je vais demander tout d'abord à la communication de lancer l'éphéméride sur les événements qui se sont passés à Ronques depuis le dernier conseil municipal. Vous pouvez lancer la vidéo. Je remercie le service communication pour cette belle réalisation, de cette mise en image de toutes les manifestations qui ont eu lieu à Ronques. Je me permets aussi d'avoir une pensée pour Madame Bûcher qui a perdu son frère et à qui on transmet toutes nos condoléances. Je lui enverrai un petit message demain lors de l'enterrement de son frère. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Waquet qui va faire la liste de présence. Merci Monsieur le maire. Rodrigue Desmet, Antonio da Silva, Chantal Nice, Thibaut Tellier, Annick Castelin, Michel Pétillon, Anne Thorez, Franck Gilmet, Claudine Zam donne procuration à Romain Waquet, Rosemarie Bûcher donne procuration à Dany Delbecq, Thérèse-Marie Couvreur, Dominique Acou, Claudie Rius, Thierry Mittenard, Olivier Donte, Simon Beaumont, Edwige Cardenia, Xavier Duquesne donne procuration à Thierry Mittenard, Virginie Lamblin, Mustapha Guirou donne procuration à Annick Castelin, Fernando Rocha,
Peggy Robert donne procuration à Virginie Lamblin. Alexandra Cousti donne procuration à Antonio da Silva. Alice Kinen. Émilie Livet. Julien Marien. Jean Motuel donne procuration à Fernando. Waké Romain, présent. Sylvie Blotio donne procuration à Éric Zajda. Ap Dupré Peggy. Éric Zajda. Mathieu Leclerc. Merci. Merci, Monsieur Waké. Donc, avant de procéder à l'ordre du jour, je vais d'abord demander le vote du Conseil municipal concernant l'approbation du procès-verbal, les procès-verbaux des séances du Conseil municipal. Il y en a deux, celui du 30 mai 2022 et celui du 4 juillet 2022. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ces procès-verbaux? Non. Donc, je porte aux voix pour les deux. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Alors, les deux premiers points à l'ordre du jour que je vais présenter. Tout d'abord, on a encore une fois un maître nageur qui quitte et qui va dans l'éducation nationale. Et donc, on doit procéder à son recrutement. Et aujourd'hui, cette délibération nous permettra de lancer ce recrutement pour un maître nageur sauveteur. Recrutement d'un fonctionnaire. En cas de recherche infructueuse du candidat statutaire, possibilité de recruter un agent contractuel. Et c'est à peu près les mêmes recrutements que la fois dernière, donc un recrutement en CDD maximum 3 ans, renouvelable une fois, durée totale des contrats maximum à 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, reconduction du contrat pour une durée indéterminée et calcul de la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Donc il vous est demandé aujourd'hui de valider ce recrutement d'un maître nageur sauveteur à temps complet. Y a-t-il des questions? Eh bien, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne le tableau des effectifs, une nouvelle mise à jour, donc suite à la mise à jour qui avait été faite au dernier conseil municipal. Dans cette délibération, on a pu en discuter lors de la plénière, mais il y avait 4 points qui ont été modifiés. Tout d'abord, la création d'un poste adjoint technique et d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe et d'un poste d'adjoint technique principal 1re classe. Donc c'est le recrutement d'un agent d'accueil et d'entretien à la piscine. La création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe. Donc c'est la nomination d'un agent à temps non complet suite à la réussite au concours. Le 3e point, c'est la création d'un poste de brigadier chef principal de police municipale, avancement d'un agent au grade supérieur. Et le 4e, c'est la création d'un poste d'adjoint technique contractuel et donc le recrutement d'un agent d'accueil et d'entretien à la piscine. Vous voyez que dans différents domaines, que ce soit la piscine, que ce soit la sécurité, voilà, on essaie d'évoluer ce tableau des effectifs. Y a-t-il des questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Vous n'avez pas... Qui est contre alors? Excusez-moi. Je suis venu contre, abstention quand même. Abstention. Je note votre abstention pour le groupe. Je vous en remercie. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Gilmet. On a vu précédemment qu'on allait voir les points 103, 104 et 105 pour les voter ensemble sur la M57. Merci, Monsieur le maire. Alors, la première délibération, c'est l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Alors, la nomenclature M57 dit le plan comptable est la nomenclature utilisée par les métropoles depuis le 1er janvier 2015. C'est la dernière norme comptable, la plus proche du plan comptable général. Elle intègre depuis 2018 les dispositions normatives du Conseil de normalisation des comptes publics dans l'optique de la certification des comptes de la commune. Alors, les états financiers établis en M57, bilan compte de résultats, apportent une information financière enrichie à l'Assemblée délibérante, mais aussi aux citoyens et aux partenaires de la collectivité. Le référentiel M57 sera une obligation pour passer au compte financier unique, fusion du compte de gestion et du compte administratif, l'objectif étant la simplification. Elle sera obligatoire pour toutes les collectivités à compter du 1er janvier 2024, objectif d'un référentiel unique. Fin de toutes les autres nomenclatures existantes. Alors, on a la possibilité d'activer le droit d'option à un passage anticipé grâce à la loi NOTRe, si avis favorable du comptable. Avis favorable au travers d'un courrier que nous avons reçu le 23 mai 2022 du comptable public.
Donc, anticiper le passage à la M57 permet d'avoir un meilleur accompagnement de notre prestataire informatique et de la DGFiP. Pour information, c'est pour vous, dans le Nord, 682 budgets basculent au 1er janvier 2023, et il en restera 923 à basculer en 2024. Alors, par rapport à cette première explication, qui est la première délibération, vous avez bien compris, l'objectif étant la simplification. Alors moi, je voulais, avant de continuer sur les autres délibérations, c'est dire bravo à la direction financière pour ce passage anticipé. Nous n'étions pas obligés de passer au 1er janvier 2023, comme vous l'avez compris. Et donc, je remercie la direction financière et surtout notre directrice financière, Caroline Zorco, qui a relevé ce défi en un temps très court. Et à François Verreken, notre directeur général des services, pour son accompagnement. Donc voilà pour la première délibération qui fixait le cadre. La deuxième délibération, elle est un peu plus technique, elle va aborder les amortissements. Donc c'est la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, toujours, on parle du même sujet. Amortissement des immobilisations M57 à partir du 1er janvier 2023. Alors, lors d'un changement de nomenclature comptable, il est obligatoire de délibérer sur les durées d'amortissement des immobilisations. On peut soit l'inclure au règlement budgétaire et financier, ce qu'on appelle le RBF, et on le verra dans la troisième délibération, mais il y a un risque de devoir délibérer sur le RBF si l'on veut changer les durées d'amortissement. Ou soit on peut faire une délibération à part, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce qui a moins d'impact en cas de changement des durées. Alors en M57, c'est l'intégration de la notion de prorata temporis. C'est une notion qu'on retrouve dans la comptabilité privée, c'est-à-dire amortissement dès la mise en service du bien. Avant, on amortissait à partir du 1er janvier N+1. Ce principe sera applicable, excepté pour les biens de faible valeur. On a choisi moins de 500 € pour la ville de Ronques, qui s'amortissent totalement en un an, c'est-à-dire une annuité pleine au cours de l'exercice suivant leur acquisition, et pour les subventions d'investissement versées qui restent en amortissement année pleine à compter du 1er janvier de l'année suivante. Je pense qu'il y a un slide suivant qui va vous rappeler les durées d'amortissement. Si vous voulez retenir, vous pouvez. Elles traduisent des amortissements normaux et courants qu'on pratique aussi bien dans le public que dans le privé. Voilà pour cette deuxième délibération qui est un peu plus technique sur la partie amortissement. Et maintenant, la troisième délibération qui est l'adoption du RBF, qui veut dire du règlement budgétaire et financier. Et ça, on doit aussi le faire au 1er janvier 2023 pour être synchro sur l'ensemble. Donc le passage à la M57 oblige la rédaction d'un règlement budgétaire et financier, dit RBF. Ce RBF a pour objectif de rappeler au sein d'un document unique les règles budgétaires, comptables et financières qui s'appliquent au sein de nos services. Ce sont des règles d'organisation, de bon sens, de prudence conformes à notre gestion financière et nos principes que nous avons appliqués par le passé, que nous appliquons actuellement et que nous continuerons à appliquer par le futur. Les principales modifications induites par la M57, alors ça va être un peu technique, déjà la gestion pluriannuelle des crédits, avec des autorisations de programme, AP, et des crédits de paiement, CP. On le verra dans une délibération suivante concernant la piscine. Alors, quand on dit AP, c'est des crédits qui sont ouverts pour la durée d'une opération, et quand on dit CP, c'est des crédits qui sont ouverts sur l'année pour financer l'opération. D'accord ? Donc une opération peut avoir une enveloppe, on le verra après, de l'ordre de 15 millions, et on va séquencer en plusieurs années, et c'est ce qu'on va appeler les CP, non pas les congés payés. La fongibilité des crédits, on pourrait effectuer des virements de crédits en cas de besoin, c'est-à-dire d'un chapitre à un autre, dans la même section de fonctionnement ou d'investissement, ça, il n'y a plus de secret pour vous, section de fonctionnement et d'investissement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, excepté pour les dépenses de personnel. C'est aussi la gestion des dépenses imprévues, sous forme d'AP, c'est-à-dire c'est la fin des crédits de paiement pour les dépenses imprévues au budget. Bon, maintenant, il faut savoir que si on souhaite utiliser ce principe, il faudra délibérer son autorisation de programme. Ce n'est pas ce que nous avons prévu à date. On a les amortissements au prorata temporis, c'était ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire le régime de droit commun, comme vu précédemment. On a la suppression du résultat exceptionnel, c'est-à-dire les chapitres 67, charges exceptionnelles, et 77, produits exceptionnels, basculent en 65,
autres charges de gestion courante et 75 autres produits de gestion courante, excepté deux comptes. Les cessions, le compte 775, qui sont les produits des cessions d'immobilisation, et les comptes 675, c'est la valeur comptable des immobilisations cédées. Là, on rentre vraiment dans le côté technique. Et enfin, ça permet le suivi individualisé des subventions d'investissement versées. C'est une obligation dans les documents budgétaires. Ça ne change rien pour nous, puisqu'on l'a toujours fait. Alors, ce sont des règles, comment dire, d'organisation de bon sens, de prudence, conformes à notre gestion financière et nos principes que nous appliquons. Voilà à quoi correspond la M57. Je vous ai expliqué dans la première délibération un peu le côté technique. On a vu en deuxième partie les amortissements et en troisième partie les changements. Mais on reste toujours, en fait, pour moi, ça traduit ce qu'on a toujours fait depuis le départ, une gestion saine, comment dire, suivie, avec des principes. Je ne sais pas si on peut encore employer l'expression « bon père de famille », parce que j'ai entendu que c'était un peu, mais bon père, bonne mère de famille. Voilà. Monsieur le maire. Si on peut encore l'employer, hein, monsieur Gilmet. C'était des notions qui étaient reprises par monsieur Taillé à l'époque, souvent. C'est le bon père de famille. Y a-t-il des questions concernant ces trois délibérations? Monsieur Sajda. Je ne vais pas refaire parler monsieur Gilmet. Simplement, pour la petite remarque de tout à l'heure de bonne gestion, c'est simplement une application comptable. Hein. Il n'y a pas de bonne gestion, non. On applique une règle comptable, donc il n'y a rien de spécifique à dire. Voilà, on a simplement changé certaines méthodes. Voilà, c'est aucun problème là-dessus. Mais c'est pas dire qu'on fait une bonne gestion en faisant ça. Je vais quand même utiliser mes cordes vocales. Ce que je voulais dire à travers le RBF, c'est que ça traduisait nos esprits de prudence, de bonne gestion, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand on lit le RBF, on retrouve toujours ce qu'on s'est imposé, qui aujourd'hui est formalisé. Et ce qui est bien, c'est formalisé de façon plus simple. Et donc, j'espère que ça donnera encore une accessibilité supplémentaire aux citoyens, à vous, élus, pour la compréhension des finances. Merci. C'est vrai qu'on peut saluer les services qui s'adaptent à chaque fois et qui font preuve, je dirais, de s'adapter sur l'ensemble de ces choses-là. La M57 en fait partie. Et on peut saluer le travail qui est fait par nos services, qu'ils soient financiers, mais aussi les autres. Je porte aux voix pour ces trois délibérations, 103, 104, 105. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Je vous laisse la parole. Gilmet, excusez-moi, pour la décision monsieur le maire. modificative. Alors, la délibération suivante, c'est l'autorisation de programme et des crédits de paiement. Alors, un petit rappel, nous avons délibéré le 1er février 2021. Ça portait sur l'autorisation de programme, création d'une piscine familiale. Cette délibération prévoyait une ouverture d'AP à hauteur, AP, on l'a vu précédemment, maintenant ça n'a plus de secret pour vous, à hauteur de 10 500 000 €. Bon, compte tenu de l'avancée du chantier et de l'évolution du coût, il convient de modifier le montant de l'AP et des CP, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, à travers cette délibération, nous notifions l'augmentation de l'AP, c'est-à-dire de l'autorisation de programme à hauteur de 15,5 millions. Et donc, cela se traduit à travers une nouvelle répartition des CP, c'est-à-dire des crédits de paiement. Vous pouvez le voir devant vous, hein, vous avez année par année les CP qui ont été revus. Alors, maintenant, la question essentielle, pourquoi cette augmentation? Alors déjà, on ne va pas se le cacher, on anticipe l'inflation des matériaux. C'est une réalité, ça on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, au départ, quand on a mis en place la piscine et quand on regarde aujourd'hui, il y a eu, comment dire, une inflation au niveau des matériaux. Ensuite, comme tout projet, ce dernier évolue. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons sur un chauffage biomasse. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique parce que ce n'est absolument pas mon domaine, mais ça va induire probablement un système de double chaudière. C'est-à-dire que c'est un coût qui est supplémentaire à ce qu'on avait prévu, mais en termes de retour sur investissement à moyen terme, ça sera nettement plus profitable pour la ville. Donc c'est une partie aussi, comment dire, de l'explication de cette augmentation. Après, il faut savoir que c'est une AP, on l'a volontairement mis fourchette haute, et à date, par rapport aux chiffres que nous avons, pour nous, ça sera inférieur à la piscine. Le montant sera inférieur. Et enfin, là où je veux vraiment insister, on est sur une AP de 15,5 millions.
ça n'a pas réellement de signification, parce qu'un projet, ça doit se voir dans son ensemble. C'est-à-dire, oui, il y a une dépense de 15,5 millions, mais à côté, ce qui est important, c'est son financement. Et aujourd'hui, on travaille avec toutes les collectivités existantes, hein, que ce soit la MEL, que ce soit la région, que ce soit les départements, au niveau des subventions, pour essayer de garder le même ratio d'effort de la ville qu'on a pu l'avoir au départ. Donc, aujourd'hui, on vous présente une AP, c'est une autorisation de dépenses, mais ce n'est absolument pas le coût net du projet au final. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Monsieur le maire, je vous propose, si vous voulez, compléter. Oui, je vais compléter, parce que rien que cet après-midi, on était encore en train de parler avec la MEL et le président de la MEL sur la pratique natatoire et sur la volonté de la MEL de continuer à accompagner les efforts des villes, et la ville de Ronques est la ville principale, je dirais, qui fait un effort sur une piscine. C'est important pour nous. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a inscrit cette piscine, on fait face à l'évolution, à l'inflation, à différentes choses, et donc on essaye d'être accompagné au mieux. Et vous l'avez rappelé, Monsieur Gilmet, on est accompagné par la MEL, on est accompagné par l'État, on est accompagné par le département et la région. Et c'est important pour que nos enfants et toutes les personnes qui vont aller dans la piscine puissent avoir cette piscine qu'on avait construite dans les années 70 et qui aujourd'hui a nécessité d'être faite, pas dans le même endroit, mais ici, juste à côté de la source. Donc on continuera à se battre tout en étant vigilant sur les finances et les finances allouées à ce projet. Y a-t-il des questions? Monsieur Zajda. Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai noté 2 mots que j'ai soulignés dans mes notes. Probablement à essayer. Donc déjà, ça ne m'inspire pas forcément confiance, hein, puisqu'on dit probablement on va faire une double chaudière pour avoir des coûts de fonctionnement moindres, sauf que j'ai toujours pas vu de projection de coûts de fonctionnement, donc je ne peux pas comparer avec ce qui était prévu, ce qui est maintenant et ce qui existe déjà, donc c'est un petit peu compliqué. Et après, on va essayer de garder des financements, donc c'est aussi... Alors, on espère tous qu'on puisse avoir ces financements, mais c'est qu'une hypothèse. En plus, si on reste sur des ratios identiques, comme vous l'avez dit, on doit également donc financer un montant plus important d'emprunt, puisque c'était dans le plan de marche, en tout cas, à ce niveau-là. Or, j'ai toujours prôné de faire des emprunts. Je l'ai toujours dit, on fait des emprunts quand on a des taux qui sont bas. Les taux commencent à augmenter. On aurait peut-être pu, justement, économiser un peu sur cette partie-là. Donc voilà, on n'est pas forcément sur le bon timing. Après, l'inflation, honnêtement, ça ne me choque pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on constate normal. Donc qu'il y ait un accroissement de ce coût de piscine, ça ne me surprend pas, voilà, tout simplement. Alors, c'était peut-être justement l'occasion de se dire, peut-être qu'on abandonne ce projet et on revient sur une proposition qu'on avait déjà faite de revoir un peu l'ancienne piscine, même s'il y avait le bémol de la fermeture pendant les travaux. Donc voilà, si on peut encore économiser quelques millions, il n'est pas encore trop tard. Monsieur Gilmet. Alors par rapport à tout ce que vous avez pu dire, je crois qu'il ne faut pas confondre. Là, on est en train de voter une AP. Dans le prochain conseil municipal, on va avoir un débat d'orientation budgétaire, on va avoir un budget. Donc déjà, moi, je suis serein, faites-nous confiance. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, et on sait là où on va placer 1 euro. Je voulais simplement expliquer pourquoi l'AP augmentait. Maintenant, je ne vais pas commencer à faire tout le descriptif, ce n'est pas la délibération qui est là. Après, que vous repreniez peut-être, c'est une biomasse, je donnais un exemple pour mettre... Moi, je pense qu'il fait la force d'un projet, c'est de se poser toutes les questions et s'adapter aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Par rapport à ce projet et à l'environnement conjoncturel. Donc, si je donne cet exemple-là, vous pouvez interpréter mes mots, mais ça démontre qu'on regarde l'ensemble des solutions. Et que, justement, on ne reste pas arc-bouté sur ce qu'on a écrit il y a 1 an. Voilà. Donc, ayez confiance, attendez. Ça me fait plaisir que vous soyez comme ça en amont par rapport au prochain conseil municipal. Ça va me motiver et j'ai toujours en tête qu'on ait un vote unanime de tout le monde.
Mais il faut à chaque étape, et il ne faut pas noyer cette délibération dans toutes ces considérations. Merci, Monsieur Gilmet. Et je sais votre motivation, je dirais, pour essayer de... finalement, avec ces incertitudes, c'est vrai qu'on peut les avoir. Mais quand vous faites un budget, et quand vous faites un budget pour une piscine comme ça, jusqu'au dernier moment, vous n'êtes pas sûr d'avoir, des subventions. Ça a été toutes les discussions qu'on avait eues il y a quelques années, en disant est-ce qu'on aura des subventions. On a toujours eu des bonnes surprises. Bon, j'espère encore avoir des bonnes surprises, mais voilà, on est très vigilant et on redit, hein, cette piscine est nécessaire. Si on ne veut pas arrêter la pratique de la natation et basculer tout de suite sur une autre piscine, bah, c'est de le faire dans un espace qui sera mieux dédié et qui sera plus, adapté par rapport à cette natation. Donc voilà, on ne partage pas, mais voilà, c'est une chose qui est mise en place et comme l'a dit Franck Gilmet, on maîtrise. On essaye de faire en sorte que cette piscine sorte de terre et qu'on puisse la livrer, dans les plus brefs délais. Donc, Monsieur Zaja. Merci. Alors, ne méprenez pas sur la chaudière biomasse. Si ça peut économiser de l'énergie, tant mieux. C'est simplement la problématique que j'ai à souligner, c'est qu'on ne voit pas la différence entre le budget prévisionnel de fonctionnement de cette piscine avant et après. Donc c'est un peu compliqué de se faire une idée à ce niveau-là. Et on aurait très bien pu aussi l'appliquer sur l'ancienne piscine. J'en aurais pas vu d'inconvénient. Et juste un petit point comptable, vous avez parlé, ça va baisser, les subventions vont baisser le coût. Non, les coûts vont rester toujours les mêmes. C'est simplement les subventions qui vont être en partie financement qui vont atténuer la dépense. C'est un petit point comptable. Et Monsieur Zajda, on a avancé sur ce projet-là avec prudence. Tous les chiffres qui nous sont donnés, que ce soit par les personnes qui vont chercher des subventions, que ce soit par les finances, c'est toujours fait avec prudence. C'est-à-dire qu'on sait que le critère qui a été mis, on l'aura parce qu'on a travaillé avec intelligence et prudence. Donc voilà, je pense que c'est salué par la métropole parce qu'on est une des seules villes qui mettons en place cette piscine. Et moi, je serais tout à fait ravi de voir, cette piscine, qui n'est pas une piscine olympique. On a pu voir parler de fosse, de piscine olympique. Aujourd'hui, c'est une piscine familiale, à l'image de Ronc. Et mes prédécesseurs qui ont ouvert une piscine dans les années 70 avaient aussi cette volonté de permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer la natation. Donc voilà, on continue et on continue à la hauteur de ce que notre ville peut faire. Voilà, donc on sera très prudent là-dessus. D'autres questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc je note le groupe de Monsieur Zajda qui est contre. Point suivant, Monsieur Gilmet, toujours. Merci, Monsieur le maire. Là, sur cette délibération, nous allons parler de l'ajustement de la provision pour risque contentieux. Pour rappel, on a eu une délibération au 1er février 2021 qui portait une constitution d'une provision pour risque à hauteur de 40 000 €. Suite à plusieurs procédures contentieuses engagées à l'encontre de la ville de Ronc, les différentes décisions de justice rendues par le tribunal administratif et les nouveaux contentieux, alors vous les avez, ils sont mis entre parenthèses, recours subrogatoire de fonds de garantie, réorganisation du centre musical, demande d'annulation de la réalisation du bail amphithéotique administratif. Alors ça nous amène à procéder à l'ajustement de l'enveloppe provisoire à hauteur de 270 000 €. C'est-à-dire qu'on fait une augmentation de 230 000 €. Donc la proposition qui est faite, c'est l'ajustement de l'enveloppe pour risque de 40 000 à 270 000 € et donc la constitution d'une provision de 230 000 €. On est sur une provision pour risque. C'est quelque chose qui a été mis en place maintenant, je pense, ça fait un peu plus de 2 ans. C'est une obligation. C'est une enveloppe qui se fait, on va dire, sur 100% du risque, ce qui est différent, par exemple, du privé, où on peut adapter les enveloppes en estimant qu'on n'a que 50% de risque, ainsi de suite. C'est une obligation publique, mais je tiens à rappeler que c'est une provision. Ça ne génère aucune sortie de trésorerie pour la ville. C'est une écriture comptable qui est dans les comptes. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Gilmet. Y a-t-il des questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie.
Point suivant, toujours M. Gilmet. Dernier point, normalement. Je peux boire un peu d'eau. Merci, monsieur le maire, excusez-moi. Alors là, nous allons voir dans cette dernière délibération qui me concerne la décision modificative numéro 2. Bon, un petit rappel, ça vous est affiché sur la gauche de l'écran. Le 13 décembre 2021, nous avons discuté du débat d'orientation budgétaire. Le 31 janvier 2022, c'était le budget primitif. Le 30 mai 2022, ça a été le budget supplémentaire. Et nous avions fait une décision modificative le 4 juillet 2022. Aujourd'hui, je vais vous présenter la décision modificative numéro 2. Je retrouve ma feuille. Alors, comme d'habitude, on va voir la partie fonctionnement en premier lieu et ensuite la partie investissement. Alors, tout d'abord, commençons par la section de fonctionnement. Vous pourrez suivre sur le tableau qui vous est affiché. Alors, au niveau des dépenses, je vais être assez succinct et c'est ce que je vais faire dans ma présentation. Je ne vais pas vous lire toutes les lignes. Nous avons 4 chapitres majeurs en augmentation. Tout d'abord, le chapitre 11, c'est les charges à caractère général. L'ajustement est de plus 219 000 €. Dedans, vous allez trouver l'accueil périscolaire à plus 176 000 € d'ajustement au niveau du budget. Pourquoi? Lorsque nous avons fait le budget, nous étions basés sur des années Covid sur lesquelles nous avions augmenté. Mais là, nous avons l'heureuse surprise de voir que l'activité est revenue au niveau de 2019 et donc, bien sûr, nous devons abonder nos charges de 176 000 € en plus, mais je dirais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on retrouve la vie normale, les activités avec les enfants. Ensuite, on a abondé pour des réparations de bâtiments à plus 37 000 € et des réparations de jeux, outils de jardin pour 12 000 €. Voilà, et on a encore 32 000 € qui sont attribués pour la communication, le carburant et les exhumations, mais c'est compensé par des ajustements de crédit qui ont été faits par les services, qui eux-mêmes ont permis de diminuer de 36 500 € certains comptes. Donc je salue le travail qui a été fait pour toujours garder cette lisibilité dans nos comptes et pouvoir justifier des augmentations qui peuvent être faites. Ça, c'était pour le chapitre 11. Un deuxième chapitre marquant, qui est les charges du personnel, c'est le chapitre 12, à plus 100 000 €. Bon, 3 éléments majeurs, hein. Si vous suivez l'actualité, vous l'avez entendu, augmentation du point d'indice, modification des grilles des cadres B et C et augmentation du SMIC. Le chapitre 67, c'est-à-dire les charges exceptionnelles, elles augmentent de 29 500 €. Cela correspond au versement de l'indemnité d'agriculteur pour le terrain de la future piscine. Ensuite, nous avons le chapitre 68 qui correspond aux dotations, aux amortissements et aux provisions. Et dedans, vous allez trouver plus de 230 000 € qui fait référence à la délibération que je viens juste de vous présenter, qui est la provision pour risque, puisqu'on augmente de 230 000 €. Donc voilà pour ces 4 chapitres majeurs en augmentation. Et après, nous avons des chapitres qui sont en diminution. Alors le chapitre 22, les dépenses imprévues, on les diminue de 180 000 €, ce qui porte le solde de ce chapitre à 929 550 €. Le chapitre 23, on va le retrouver au niveau du budget d'investissement par la suite. C'est l'ajustement d'autofinancement à moins 51 000 €. Ce qui nous amène à un 23 au total à 1 423 049 €. Et enfin, on a des opérations d'ordre à moins 22 000 €, c'est des amortissements. Il n'y a pas de trésorerie derrière ça. Voilà pour la partie dépenses. Pour la partie recettes, on a 3 chapitres. Le chapitre 73 au niveau de la fiscalité locale, plus 91 000 €. On a une notification des impôts à plus 39 000 €, les droits de mutation à plus 130 000 €. Mais derrière ça, on a une contrepartie. Alors c'est technique, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est-à-dire que, parce que là je vous ai dit, on a plus 130, plus 39, et je vous présente un chapitre à plus 91. C'est que forcément, on diminue de quelque chose. On diminue de quoi?
de 78 000 €, c'est parce qu'en fait, la MEL a refusé, après acceptation, mais ce n'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine, la prise en compte du transfert de la part de dotation de solidarité communautaire du centre de valorisation énergétique d'Halluin dès 2022. C'est décalé d'un an. Donc, sur ce chapitre, on a une baisse de 78 000 €. Et puis, alors, on va tout de suite enchaîner sur le chapitre 74, en augmentation de 78 000 €, puisqu'on n'a plus la participation, enfin, c'est pas la MEL qui va verser, c'est Halluin, donc ça revient dans le chapitre 74, plus 78 000 €. Le chapitre 74 fait plus 119 au total, donc les 78 000 € que je viens de vous expliquer. On a le fonds de compensation de TVA de fonctionnement qui augmente de 13 000 € et les subventions de fonctionnement qui correspondent au rythme Ma Bibliothèque, c'est plus 28 000 €. Enfin, on a le chapitre 77 qui est un ajustement des recettes exceptionnelles à hauteur de 102 421 €. Voilà pour la partie fonctionnement qui s'équilibre au total à 326 752,51 €. Au niveau de l'investissement, ça s'équilibre à hauteur de moins 98 051,77 €. Tout d'abord, les dépenses. On va retrouver le chapitre 21 à plus 3 522 €. Mais vraiment, le chapitre majeur, c'est le chapitre 23, les immobilisations en cours, comme vous pouvez le lire, qui baisse de 100 000 €. C'est-à-dire qu'on a eu une bonne nouvelle par rapport à la démolition de la ferme. Et après ouverture des plis et négociations, on a pu baisser de 100 000 €. Ça, c'est pour les dépenses. Donc, les 100 000 €, c'est par rapport au gain au niveau de la ferme. Et les recettes, elles, on a le chapitre 10, c'est dotations et fonds de réserve, c'est moins 25 000 €. C'est le fonds de compensation de TVA investissement qui est moins important que ce qui avait été budgété. Et on a deux chapitres qu'on retrouve, je vous les ai expliqués en fonctionnement, puisque comme en fonctionnement, on diminuait l'autofinancement de 51 000 €, on le retrouve sur l'investissement dans les recettes, moins 51 000 € au niveau du chapitre 21, et une opération d'ordre qui concerne les amortissements, moins 21 000 €. Et le tout, ça nous donne 98, et c'est l'équilibre de la section d'investissement. Voilà, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Gilmet. Je pense qu'il y a aussi des échanges entre monsieur Zajda et vous-même et les services. Y a-t-il des questions? Simplement pour remercier d'avoir eu les retours à mes questions. D'accord. On remercie les services de vous avoir répondu rapidement. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. On n'a pas réussi encore. Dommage. On fera les vœux pour l'année prochaine. Merci, monsieur Gilmet. Vous allez pouvoir reposer votre voix. Et on va laisser la parole à madame Thorez concernant le contrat cadre. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais un peu mieux que monsieur Gilmet, mais ça ne va pas fort non plus. Alors, je vais essayer d'être quand même compétente sur le sujet. Pour le rappel de la situation, donc la ville de Ronques et la société de Caléide ont signé en 2013 une convention d'obligation de service public, une OSP, pour la gestion des établissements petite enfance, donc 2 multi-accueils, une crèche familiale, un RAM qui est devenu relais petite enfance depuis peu, le RPE. Cette convention a été établie pour 10 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Les modalités mises en place en 2013 pour cette convention OSP ne sont plus envisageables aujourd'hui à la suite de l'ouverture du secteur petite enfance à la concurrence, accès donc aux entreprises privées depuis 2008. Afin de préparer l'organisation à compter de janvier 2023, la ville a résilié les baux amphithéotiques au 31 décembre 2022, délibération au conseil municipal de mars 2022. Puis la ville a lancé une consultation dès l'été 2022, en juin 2022 plus précisément. Et enfin, la ville a attribué le marché petite enfance à la SAS Rigolo comme la vie lors du comité d'appel d'offres du 14 septembre 2022. Le marché public a pour objet une réservation de 29 places à compter du 2 janvier 2023 au sein du MAC Les Galopins, situé aux 3 rue Jules Watteux, à Ronques, dont la capacité d'accueil est de 31 places. Puis, une dégressivité du nombre de places pour atteindre 15 places, cofinancées par la ville dès le départ naturel des enfants,
les enfants déjà présents au 1er janvier 2022 au MAC, les maisonnettes et les galopins. Le titulaire du marché est libre pour l'attribution des 16 autres places. Le marché est convenu pour 4 ans, donc l'échéance au 31 décembre 2026, pour un coût de 10 000 € par berceau. L'estimation financière est estimée à 740 000 pour la durée du marché. 740 000 €, pardon. Compte tenu des éléments, il est proposé ce soir à l'Assemblée délibérante d'attribuer l'accord cadre mono-attributaire à la SAS Rigolo comme la vie pour un prix annuel de berceau de 10 000 € hors taxe, donc montant avant déduction de la convention territoriale globale qui lui sera versée par la CAF, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération et en particulier le marché, d'inscrire les crédits nécessaires au budget dès 2023. La commission plénière municipale a examiné cette question lors de sa séance le 10 octobre 2022. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Thorez. Y a-t-il des questions? Monsieur Zajda. On ne va pas refaire le débat du dernier conseil où je me suis insurgé sur la baisse du service public en passant de 31 à 16 lits. Alors certes, vous compensez par 15 lits en privé par rapport à ce prestataire. Sauf qu'il y a quand même 15 lits de moins en service public et les parents qui ont du mal à le financer, ils devront trouver une autre solution de garde en tout cas. Donc voilà, cette partie-là, on a voté contre. Sur la partie appel d'offres, comme nous l'avions dit, il n'y avait pas de problématique particulière, que ce soit Khalid ou un autre. Il y a eu un appel d'offres. Madame Blotio a participé à cet appel d'offres. Donc voilà, on pourrait voter pour, mais on est entre les deux, donc nous abstiendrons. Ouais, comme vous le rappelez, c'était un vote unanime sur le prestataire retenu en CAO. Bon, c'est regrettable parce que je pense que ça montrait, je dirais, la clarté et la transparence qu'il y avait sur cet appel d'offres. Je vous l'avais dit lors de la réunion. Donc, vous abstenez, bon, c'est votre avis. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce prestataire, suite à cette délibération, puisse maintenant mener à bien, j'irais, pour une ouverture au 2 janvier 2023 et permettre, j'irais, une transition tranquille avec une consultation du personnel qui soit sur place. Donc maintenant, il y a le travail à faire aussi par Rigolo comme la vie avec le prestataire actuel, Khalid, pour permettre finalement cette transition apaisée et permettre finalement aux enfants de rester dans leur crèche jusqu'au 2 janvier 2023 et avoir cette transition avec Rigolo comme la vie. Voilà, je porte pas d'autres questions. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Alors, point suivant, c'est Monsieur Tellier. Je vais vous laisser la parole concernant l'appel de manifestation d'intérêt sur les bibliothèques numériques métropolitaines. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, la délibération qui vous est proposée ce soir concerne l'adhésion de la ville de Ronques à la bibliothèque numérique métropolitaine. Comme la délibération a été présentée la semaine dernière, je ne vais pas revenir, sauf si évidemment il y a des questions, sur le détail technique de la délibération, mais plutôt vous dire les 2 avantages que l'on peut y voir. Premier avantage, c'est la confirmation de l'inscription de la ville de Ronques dans la dynamique culturelle métropolitaine. C'est-à-dire que ça fait maintenant à peu près une décennie que la métropole européenne de Lille a décidé de bâtir, de développer une politique culturelle et invite donc évidemment les villes de la métropole à y participer. Et donc de ce point de vue-là, cette adhésion à la bibliothèque numérique métropolitaine ne fait que confirmer notre participation eu égard à d'autres manifestations que nous partageons donc avec les autres villes, notamment les nuits de la bibliothèque qui connaissent d'ailleurs un fort succès dans la métropole et à Ronques en particulier. Donc cette inscription
dans la bibliothèque numérique métropolitaine, va nous permettre effectivement d'avoir accès à plusieurs services, notamment d'étendre les prestations numériques, ce qu'on appelle traditionnellement les bouquets numériques. Donc ça permettra effectivement de pouvoir avoir accès à plus de ressources numériques pour les Roncoises et pour les Roncois, et également toute une série de sensibilisation au portail numérique. Donc premier avantage. Deuxième avantage, c'est que si vous prenez le temps de lire le cahier des charges, c'est intéressant de comparer ce qui est demandé aux villes qui vont participer à cette manifestation et de comparer avec là où la ville de Ronc en est. Et je peux vous dire que nous cochons quasiment toutes les cases. C'est-à-dire que c'est aussi un exercice que je trouve intéressant de voir, comparaison n'est pas raison, mais en même temps de voir un peu où nous en sommes en termes d'équipement. Et donc de ce point de vue-là, ça confirme plutôt que la source est largement en avance sur un certain nombre de bibliothèques de la métropole et que nous sommes plus qu'il ne faut dans le cahier des charges demandé par la métropole. Donc, voilà résumé en quelques mots l'avantage, l'intérêt de cette délibération, sachant encore une fois que nous sommes dans un mouvement continu en termes de politique culturelle. Donc ça permettra, pour conclure, effectivement, à plus de Roncoises et de Roncois de participer aux ressources numériques. Vous me permettrez juste d'apporter juste un petit point personnel, c'est qu'il faudra être vigilant, je pense aussi, à ce que le numérique ne recouvre pas le papier intégralement. C'est-à-dire que cette bibliothèque numérique ne doit pas effacer l'aspect papier. Je pense qu'il n'y a rien de plus agréable que le froissement du journal quotidien le matin à l'heure du café et que le PDF ne remplacera jamais effectivement ce genre d'approche. Voilà, donc c'est un plus et ça ne vient pas remplacer. Merci. Je sais que M. Tellier vous garderez cette vigilance pour permettre de garder ce papier, mais cette option et ce nouvel outil au sein de la source est un point encore très satisfaisant dans nos relations avec la MEL, mais aussi on peut parler de la microfolie, des choses comme ça. C'est vraiment, on a un bel équipement et qui est salué aussi par les services de la métropole que j'ai pu rencontrer ce week-end lors des nuits des bibliothèques. Parce que ça étonne tout le monde, cette source qu'on a mise en place pour permettre d'avoir une culture partagée, une culture qui est à disposition des Roncois, mais aussi des personnes de l'extérieur. Donc, y a-t-il des questions? Monsieur Zaja. Nous voterons la délibération. Simplement une petite question, parce qu'on parlait justement d'accès Wi-Fi public. J'avais même deux questions à ce niveau-là. Parce qu'a priori, la Wi-Fi publique, c'est dans la source même. Est-ce que les gens pourront se connecter aussi de chez eux pour avoir un accès numérique, ou ils devront obligatoirement venir ici? Alors, je pense qu'ils pourront utiliser, quand ils viennent ici, ils pourront utiliser les ordinateurs. Mais est-ce qu'ils peuvent venir aussi avec leur matériel? Alors, je pense qu'avec le téléphone, il n'y a pas de souci, mais avec un portable ou une tablette pour se connecter. Tellier. Vas-y. Je ne sais pas si tu as une... Alors, c'est un équipement qui va être perfectible. C'est-à-dire que dans un premier temps, pardon, je vais vous répondre après, mais ça me permet aussi de préciser un point que je n'ai pas abordé, qui est que dans la prestation de la MEL, il est également proposé de prendre en charge, toujours dans cet accès à la transition numérique, de prendre en charge un nouveau logiciel. Bon, là, pour le coup, nous ne le ferons pas parce que précisément, notre logiciel est largement suffisant et j'allais dire même autosuffisant. Voilà, je me permets de rajouter ça. Ensuite, sur la question de l'extension du Wi-Fi, dans un premier temps, ça sera du Wi-Fi ici, notamment pour des raisons de sécurité.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on ouvre le Wi-Fi à l'extérieur, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a quand même des risques de piratage. Donc, pour l'instant, on a accès à une partie des ressources. Il faudra voir, effectivement, par la suite, si on peut augmenter la jauge. Mais le cœur reste quand même ici à la source. Pour être peut-être plus précis dans ma réponse, ma question, pardon, je parlais de Wi-Fi ici, mais je voulais dire de connexion, en fait. Ah oui, voilà. ah oui, alors pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Donc il y a deux choses. Le Wi-Fi, c'est ici, enfin le Wi-Fi public, c'est dans la source, mais à partir de votre propre connexion chez vous, vous pouvez avoir accès à une partie du portail des ressources documentaires. C'est un portail et, sans me tromper, je pense qu'il y a un comité de pilotage qui permettra de mettre en place dans les différentes bibliothèques qui auront souscrit à ce dispositif d'évoluer et de permettre finalement de faire avancer ce logiciel et cette adaptation numérique. Oui, alors exactement, parce que derrière, il y aura un groupe de pilotage à la MEL. Et il y en a un fin novembre. Moi, je souhaite faire une proposition d'ailleurs, c'est qu'on puisse aussi avoir accès à un certain nombre de ressources numérisées, notamment dans les archives municipales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quasiment tous, en tout cas pour ceux qui ont un service dédié, une banque de données numérisée. Je pense que ça pourrait être utile et opportun d'ajouter ces ressources au portail offert. Parce que de ce point de vue-là, on essaye les uns et les autres de valoriser notamment tout ce qui est patrimoine archivistique. Pour l'instant, effectivement, les ressources numérisées sont plutôt captées par les généalogistes. Or, de ce point de vue-là, je pense qu'il y aurait matière à valoriser nos propres ressources documentaires. Merci, Monsieur Tellier. D'autres questions? Non. Donc, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Tellier. Monsieur Mottuel, voilà, je n'avais pas vu au bout. Je vous laisse les deux délibérations concernant le commerce de détail. Ok. Et je vous propose de présenter les deux en même temps, de faire un regroupé. Non, je sais pas, comme tu... On va faire une. Ça va pour Monsieur Zajda, donc voilà. C'est bon. Bon, normalement, on doit être traité en réunion plénière, mais bon, voilà. Ok. Alors, la première délibération, la 1.11, qui est la délibération cadre municipale qui applique la règle intercommunale, donc de la MEL, pour les années 2023, 2024, 2025, 2026. Donc on voit loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant la crise Covid, le plan de relance de la MEL avait permis d'ouvrir de manière exceptionnelle jusqu'à 12 dimanches dans l'année, en lien avec les mairies, et donc avait permis donc d'ouvrir ces 12 dimanches durant l'année. Étant donné que cette crise Covid vient du point de vue de la MEL, cette parenthèse peut prendre fin, et donc il est d'abord proposé de revenir à un cadre normal, entre guillemets, donc ordinaire, d'ouverture de 8 dimanches dans l'année, 7 dates qui sont communes avec la MEL, plus un choix qui est fait au niveau municipal. Donc ces 7 dimanches pour la MEL, ce sont les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes et les 4 dimanches précédant les fêtes de Noël. Et donc en application de cette délibération pour l'année 2023, nous vous proposons d'ajouter à cela la date, donc cette date a été proposée en concertation avec les commerces locaux et avec le commerce de détail et les commerçants de détail, la date du 31 décembre. Et donc ce calendrier permet d'avoir donc au regard de l'organisation des commerçants une certaine visibilité et lisibilité par rapport à leur calendrier et leur programme d'ouverture. Voilà pour l'objet de ces deux délibérations. Y a-t-il des questions?
Juste pour le Covid, pour dire que même si officiellement il n'y en a plus vraiment, regardez, je garde quand même un peu le masque. Toujours des taux d'incidence, mais voilà. Mais rien de... C'est bien, c'est sage. Voilà. Reste tous prudents, et c'est tant mieux, et je pense que voilà, vivre comme ça. Donc pas d'autres questions. Je porte voix pour les deux délibérations, donc aussi bien pour 2023 ou pour les années 2023 à 2026. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Mutuel. Et je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Pétillon concernant les points 1.13 à 1.18. Moi aussi, j'ai un catarrhe, comme mes deux collègues. J'ai peut-être langue. Alors, j'essaierai d'être le plus clair possible. Alors, première délibération à présenter, c'est le déclassement de la parcelle 301 rue de Tourcoing et la cession à l'un des riverains du parti. Tout le monde sait maintenant, aujourd'hui, ce que c'est que le 81 rue de Tourcoing. Non, 301, c'est le 83 bis. Rue de Tourcoing, c'est le Château-L'Eul, sur lequel un concours, un appel à projet vient de se terminer. Les formalités sont en cours, comment dirais-je, en cours actuellement. Donc, on ne peut pas encore présenter le projet par rapport à cela. Par contre, juste à côté, et depuis 3-4 ans, le propriétaire de la maison voisine avait sollicité, déjà sous le mandat précédent, de pouvoir racheter une petite bande de 80 mètres carrés à l'arrière du poste EDF. On le voit là-dessus, voilà, la petite bande qui est grisée, en front à rue le poste EDF. Et à l'arrière, ces 80 mètres carrés, on avait déjà regardé à maintes reprises, ne portent pas atteinte, je dirais, au projet, quel qu'il soit, sur Alphonse L'Eul, et les esquisses ont été remises, le prouvent, qu'elles pouvaient être détachées sans trop de problèmes. Aujourd'hui, la formalité se déroule en deux temps. La première, c'est le déclassement de cette, comment dirais-je, l'entièreté de la parcelle. C'est parce que cette parcelle a un usage de domaine public, donc il faut d'abord le déclasser pour pouvoir le vendre. Ce sera fait dans la même délibération. Donc, déclassement de la parcelle entière et cession à monsieur et madame Debast d'une partie de 81 mètres carrés qui sera utilisée uniquement comme jardin d'agrément. En fait, cette maison qui avait plutôt son habitation, qui avait plutôt l'effet d'une longère, donc tout en longueur, avait un jardinet devant qui faisait un peu plus de 3 mètres. Il pourra ainsi doubler, je dirais, la largeur de son jardin. Merci, Monsieur Pétillon. Y a-t-il des questions? Monsieur Jaja. Merci, Monsieur le maire. Alors, si on avait fait une délibération pour déclasser 81 mètres carrés et faire la cession auprès du riverain, ça ne nous aurait pas posé de problème. Là, on passe sur le déclassement global de la parcelle pour une cession future. Alors certes, on m'a montré des projets qui sont pas mal, mais voilà. Après, sachant que même si on préserve une partie du parc, il y aura plus de 50% de la surface qui sera pris par un immeuble, et de toute façon, en dessous, ce sera quand même des parkings souterrains, donc l'évacuation des eaux, ça reste à voir. En plus, nous sommes sur un terrain qui est municipal, et à côté, on aura des constructions d'immeubles encore à côté, donc on va encore surcharger le quartier. Donc, comme ça a été prévu lors de la campagne électorale et dans notre projet, on ne peut pas valider cette proposition. Monsieur Pétillon, je ne sais pas si vous voulez réagir. Non, vous restez sans voix, vous avez perdu votre voix. Bon, on ne va pas rester dans la polémique parce que bon, le sujet était bien cette petite parcelle de 81 mètres carrés. Je suis désolé, monsieur le maire, c'est pas le sujet et la petite parcelle. On voit bien, il y a 2 points sur cette délibération. Si vous voulez, M. Zacha, on peut déclasser que les 81. Est-ce que si on déclasse que le 81 et si on rétrocédait le 81, est-ce que vous voteriez? Oui. Bon,
peut le faire comme ça, celui-là. Après, vous devrez redéclasser la deuxième partie, mais là, on votera contre. Parce que je peux pas. Pas dans une autre délibération, dans un autre Je pense conseil. qu'on va être honnête, on va tout déclasser. Voilà, on ne va pas revenir sur la délibération. On a entendu vos propos, voilà, qui reviennent sur des choses. Voilà, moi, je vais porter aux voix sur l'ensemble. Alors, je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Monsieur Pétillon, vous pouvez continuer. Oui. La deuxième délibération, c'est l'indemnisation pour des forages qui ont été effectués sur la parcelle AZ, la vue baisse également, AD 135. C'est une parcelle qui est située sur Pierre-Mauroy 2, le long du boulevard de l'Eurométropole. Et il a fallu faire des sondages avant d'intervenir sur ce terrain pour l'avenir. Il y a eu, comment dirais-je, un peu de dégâts sur les cultures et de maïs. Et donc, on propose aujourd'hui, comment dirais-je, d'indemniser le cultivateur, qui est M. Hackett à Luin, pour un montant de 291,85 €. Cette estimation s'appuie sur la base d'un préjudice qui est délivré par la Chambre d'agriculture en 2022 et qui est de 0,335 € le mètre carré. Donc pour un total, je rappelle, de 291,85 €. Merci, Monsieur Pétillon. Y a-t-il des questions, Monsieur Zajda? Je voulais d'abord remercier M. Pétillon de la proposition qui a été faite sur la délibération, qui n'a pas été retenue, mais bref. Sur ce point-là, nous avons la même remarque que nous avons fait lors des sondages avec la piscine, enfin sur le terrain de la future piscine, à savoir, on vient saccager, le mot n'est pas trop fort, une partie de la culture pour... Alors certes, l'agriculteur sera indemnisé, mais voilà, on aurait pu très bien attendre la fin de la culture. Moi, je pense que c'est pas un respect pour le travail de l'agriculteur. Donc, comme la dernière fois, nous voterons contre le principe. Et donc, évidemment, de la délibération. Monsieur Pétillon, comme nous avons fait la dernière fois, nous votons contre, parce que pour nous, on aurait pu au moins attendre la fin des travaux. La fin de la culture, pardon. Oui, je me souviens que la dernière fois, je n'avais pas compris votre position. Je ne la comprends toujours pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Alors, il faut savoir qu'on fait selon des plannings. Voilà, on n'a pas forcément la possibilité de le faire autrement. Mais bon. D'autres questions, d'autres remarques? Je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Voilà, donc un vote contre. Point suivant, Monsieur Pétillon. Attribution d'une subvention foncière au profit de Villogia pour l'opération rue de Lille. Alors, il faudra regarder sur le test cadastral parce qu'elle n'a pas encore de nom, cette opération. C'est une opération, selon les premiers croquis qu'on a reçus, on serait plutôt dans 17 logements locatifs plutôt que 20. Donc, entre 17 et 20, ils sont en train d'affiner leur schéma d'aménagement. Alors, c'est une opération qui se trouve... On a la situation... voilà. Juste en face des témoins de Jéhovah, on a sur le haut, comment dirais-je, la clinique Saroc. Sur le bas, le lotissement Le Boulois. Sur la gauche, entre le Boulois et la rue de Lille, vous avez la Peupleraie. Donc sur le premier terrain, celui qui se trouve juste au-dessus de la Peupleraie, un permis de construire a été délivré. Il a été affiché. La commercialisation aujourd'hui est en cours d'ailleurs. C'est un projet qui est vendu par Créer Promotion avec une partie de logements en PCLA, 19 logements au total. Et c'est le terrain à l'arrière. Alors ce terrain à l'arrière était un peu inconnu au bataillon. Je m'explique que lorsque Créer Promotion a souhaité sortir l'assainissement, il ne pouvait pas se rejeter sur la rue de Lille. Donc, sur l'arrière, il voulait rejoindre le Boulois
il y a eu un peu une levée de bouclier, ou plutôt une attention de ne pas communiquer. Le Boulois disant, écoutez, chez nous, c'est un lotissement privé, pas besoin de demander de venir nous voir pour ça, on n'est pas d'accord. Or, le Boulois, les voies sont classées, les réseaux sont classés, tant assainissement qu'éclairage public, donc il n'y avait aucune raison de dire on ne peut pas passer par cet assainissement. En faisant sa démarche, ils se sont aperçus que le terrain qui se trouvait derrière, en violet, appartenait à Villogia. Villogia, c'était aussi un peu sa grande surprise. Ah bon, comment se fait-il? Tout simplement, c'est que ce terrain a été classé en AUD il y a encore 2 ans, comme toute la plaine pour redescendre vers la rue du Droncard, et le changement de sonnage s'est fait à l'aplomb de Sarroc, si bien qu'il lui restait ce morceau de terrain violet qui doit faire à peu près 2500 mètres carrés par là. Et donc, ils se sont intéressés de dire, écoutez, monsieur de la société créée, si vous souhaitez, vous pouvez passer par notre terrain pour aller rejoindre l'assainissement, parce que nous sommes, comme dirais-je, titrés pour passer pour aller vers le lotissement du Boulois. La chose s'est donc conclue comme ça, avec un retour d'ascenseur pour Villogia, c'est que l'accès à son terrain, il était lui aussi ennuyé, se fasse par l'opération de créer promotion. Donc c'est ce terrain qui sera aménagé par Villogia sous un programme mettant pratiquement que de la maison individuelle, soit isolée, soit en habitat partagé. Donc 17 logements. On a vu les premières esquisses, elles sont effectivement très flatteuses pour plusieurs raisons. On a sur le côté, je vous disais, la Peupleraie. Sur la partie arrière, on a tout aboisement qui avait été fait dans le cadre du lotissement Le Boulois, qui vient tangenter ce programme sur la pointe du trapèze. Donc c'est très végétalisé aux alentours. Et c'est un programme qui sera, je pense, bien que ce soit du logement social, un programme très qualitatif. Alors il sera fait selon des nouvelles méthodes. Vous avez tous entendu parler du PSLA. Maintenant, il y a d'autres, pas des copies conformes, mais d'autres, bébés qui sont créés par rapport à ça. On sera sur un programme qui s'appelle du BRS, c'est-à-dire qu'il y a un démantèlement de la propriété du foncier par rapport à ce qui se passe au-dessus de la brique. C'est-à-dire que les gens ne seront jamais propriétaires du foncier, ils seront propriétaires de la brique qui est au-dessus, ce qui permet d'avoir d'autres avantages qui sont des points positifs par rapport ou négatifs par rapport à cela. Ce sont un peu des choses qui se ressemblent. Donc voilà, donc je pense que c'est un programme intéressant pour les primo-accédants, pour les jeunes ménages, de pouvoir accéder dans un endroit qui est, je dirais, assez exceptionnel au niveau de l'environnement. Alors aujourd'hui, pourquoi je ne veux pas dire qu'on se précipite, le permis va être déposé dans quelques semaines. Il est bien évident que ces subventions seront bien sûr attribuées. Cette subvention de 80 000 € sera attribuée lorsque le dossier sera approuvé, purgé du recours des tiers et les travaux qui seront démarrés. Merci, Monsieur Métillon. Y a-t-il des questions, Monsieur Zaja? Merci, Monsieur le maire. Alors, vous n'avez pas trop précisé que, en fait, cette subvention, c'est pour enlever l'indemnité par rapport au manque de logements sociaux dans la commune, et comme on le fait tous les ans, hein, on en vote, je pense, tous les ans. Donc à peu près sur le même montant. Je voulais simplement revenir sur la slide d'avant. Est-ce que vous parliez du promoteur? C'était savoir, le promoteur privé, il était à gauche ou à droite? Juste à côté, à gauche. À gauche, d'accord. Donc qui a accès sur la rue de Lille. Du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Oui, parce que la partie qui est droite en vert clair, c'est une zone agricole. Donc une partie de la partie violette est aussi en zone agricole. Hein. C'est même pas tout à fait ça. La partie à droite est en secteur boisé classé. Alors, il est en A avec des petits ronds verts sur le PLUD. Ça fait une espèce de mâchoire verte autour. C'est pour ça que je parlais de la qualité de l'opération. D'accord. Donc après, sur ce point-là, on a été
assez partagé dans notre réflexion pour se dire c'est quand même une terre qui était, alors je ne vais pas dire agricole, cultivée, on va dire naturelle, et on va construire encore des logements. On est sur du privé, donc on a moins de choses à dire. Et comme on est aussi sur du 100% sur l'accession sociale ou la location, nous voterons cette délibération. On regrette quand même néanmoins qu'on tape quand même sur un terrain qui était non construit à l'origine. Donc voilà, c'est le petit bémol de notre intervention. Je ne sais plus si vous l'avez précisé, mais c'est suite à la levée de la 24 qui a finalement permis de retrouver ces terrains qui étaient sur le secteur. Mais voilà, c'est important. Bon, je ne comprendrai pas votre vote parce que, bon, comme vous le dites, c'est fléché sur ces opérations. Mais c'est fléché sur les opérations de logements sociaux qui sont faits là-bas. Et comme vous l'avez rappelé, on l'a fait chaque année. On essaye de flécher pour nous permettre de discuter avec les promoteurs et de faire en sorte qu'on ait des beaux aménagements. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec Villogia sur ce secteur. D'autres questions? Donc je porte aux voix qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Et ça permet de faire la transition tout de suite avec le plus 3. On sait bien que l'aménagement de notre ville passe par le plus. Et il est important d'avoir cette délibération. Alors je vais rappeler un petit peu le contexte par rapport aux différentes étapes. Depuis le Conseil métropolitain du 18 décembre 2020, il y a eu une nécessité de créer une homogénéité dans les plus des villes de la MEL qui étaient existantes et les plus des autres villes, des 10 villes qui sont venues rejoindre la MEL. Et c'est ce qu'on appelait au début le plus 95. Si tu te rappelles, Michel, c'était le plus 95 qui a finalement évolué au fur et à mesure en arrivant au plus 3 et a été accompagné par différents passages au Conseil métropolitain mais aussi au Conseil municipal de Ronques avec le débat qu'on avait eu l'année dernière sur le PADD et les différentes phases métropolitaines pour mettre en place ce plus 3. On peut regretter un petit peu l'arrivée tardive du projet du plus 3, je dis bien que c'est un projet, et comme nous l'a rappelé le président, c'est un document martyr où on peut annoter, et c'est ce qu'on va faire, pour se projeter dans les prochaines années, à savoir l'évolution de notre ville et savoir comment on maîtrise. Alors, cette présentation va être faite à deux voix avec Romain et Michel, mais avant ça, je voudrais bien mettre quelque chose qu'on a mis en avant face à Monsieur le Président et son vice-président, Monsieur Vercamer, sur la nécessité de renforcer le rôle du maire et de ses prérogatives dans le cadre des validations du permis de construire. Parce que je tiens à rappeler aujourd'hui, et je le fais face au public, que les promoteurs, ce n'est pas eux qui aménagent notre ville, c'est bien le maire et ses élus pour faire en sorte que notre ville soit aménagée convenablement et respecte son environnement. On peut avoir des débats, M. Zajda, sur les aménagements, mais quand je vois ces promesses qui sont faites à des propriétaires ou des promesses qui sont sans aller voir le maire ou sans aller voir l'élu pour dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ce territoire, ça me chagrine un petit peu, voire fortement. Et donc aujourd'hui, nous on a repris ce plus, et je tiens à remercier les services de la ville, mais aussi les services de la MEL et les élus qui se sont penchés pour voir un petit peu les détails où on pouvait aménager les choses et où les choses, on est un petit peu, on a repris ce document et on a essayé de mettre en avant des choses qui ne vont pas dans le bon sens pour nous et qui donnent finalement un peu plus d'espace aux promoteurs. Je prendrai l'exemple des hauteurs, mais il y a d'autres points qui sont repris. Donc aujourd'hui, on va annoter, je dirais, ce PLU 3 avec la volonté de défendre cet intérêt communal et cet intérêt d'intégration de tous les projets qu'ils se fassent, j'irais, à une écoute et un dialogue avec le maire et ses élus pour permettre un environnement apaisé, mais aussi répondre aux attentes de la MEL, mais aussi répondre aux attentes de l'État, on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux logements sociaux. Donc, il faut redonner le pouvoir au maire, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre comme message auprès du vice-président et du président Castelin. Monsieur Pétillon, je vous laisse mener à bien
je dirais, cette analyse avec M. Waquet. Et ensuite, on vous écoutera sur les différentes remarques sur ce plus 3. La première remarque que j'aurais voulu faire, c'était de dire j'aurais bien aimé changer le titre de la délibération. C'est pas possible. J'aurais bien appelé ça « Un plus est un long fleuve tranquille ». J'en ai connu des fleuves tranquilles dans ma vie, mais celui-là, il en fait partie, il ne déroge pas comment dirais-je, à la tradition. À savoir, vous avez raison de rappeler que c'est en décembre 2020 que l'AMEL avait voté la mise en révision du plus vers le plus 3. Je rappelle très brièvement qu'au départ, c'était simplement une révision qu'on devait faire et non pas, comment dirais-je, une modification et non pas une révision. Mais on a ouvert la brèche avec ce plus 3 où on devait faire revenir 10 communes qui nous ont rejoint l'AMEL. Et à partir de là, chaque commune a voulu, comme c'était une révision, mettre son grain de sel. On pouvait comprendre que des élus étaient fraîchement élus en 2020, qui souhaitaient bouger les choses parce que le plus précédent était fait par le prédécesseur. Ça se comprend. Mais la boîte de Pandore était ouverte et je pense qu'on a complètement rempli, comment dirais-je, le seau avec toutes les réclamations qu'il y avait dans les communes. Et alors c'est pour ça que je disais un long fleuve tranquille. Je dirais après non, il n'était pas si tranquille que ça. Un long fleuve parce qu'on est aujourd'hui au milieu du gué. On est là à mi-parcours avec la délibération de ce soir, où il s'agira de donner un premier avis du conseil municipal de Ronques, ensuite de retourner à la communauté qui votera au mois de décembre, comment dirais-je, fera l'analyse de tout ce qui rentre aujourd'hui de toutes les communes. Elle bougera des choses, elle bougera d'autres choses aussi également à l'intérieur de cela en fonction des remarques, et l'enquête publique sera réalisée au milieu de 2023 pour devenir opérationnel début 2024. Donc on est effectivement au milieu du gué. Alors aujourd'hui, on a bien sûr des choses à dire. On s'est déjà dit certaines choses. Souvenez-vous, c'était en avril 2021 où on avait voté le PADV. Parce que vous savez que pour faire un plus, il faut d'abord, comment dirais-je, le SCOT. On s'était aperçu la fois d'avant qu'il y avait plus de 20 ans. Donc on avait dû faire en quelques mois un SCOT en vitesse. Ensuite, c'est le PADD et ensuite, c'est le plus. Là, le SCOT avait moins de 20 ans, il n'y avait que 2 ans et demi, donc il pouvait servir de référence. Et donc, on a travaillé avec l'AMEL pour ce nouveau plus 3. Ça nous a valu des devoirs de vacances pour juillet-août, hein, monsieur le maire. Monsieur le maire m'avait interdit de prendre des vacances pour ce sujet-là. Romain, lui, a eu ses vacances, mais pas moi. Je plaisante, hein. Mais c'était effectivement juillet-août où il nous a fallu, comment dirais-je, nous pencher des rendez-vous qu'on ne pouvait pas assurer parce qu'on n'était pas disponibles tous en même temps. C'est chose faite. Et je voulais vous citer faire quelques remarques sur la vie est un long fleuve tranquille, sur la côté tranquille. Ben, ça n'a pas été tranquille du tout. Ça s'est même accroché sérieusement. La preuve, quand on voit les journaux de la métropole, ici, du secteur, vous voyez tous les jours la ville vote contre, la ville met des observations. Bon, on se dit qu'est-ce qui se passe? Bon, alors quelques points, je vais en reprendre quelques-uns qui ont pu faire des pierres d'achoppement dans la procédure. Les thématiques que je vais citer, je ne vais pas tout reprendre, à moins que vous le souhaitiez. Non, il n'y a pas d'amateur. Je vais reprendre les principales. On avait, par exemple, sur le problème du développement économique et du commerce, on souhaitait qu'il y ait une servitude de mixité fonctionnelle à l'intérieur des zones. Je me crois revenir au premier plus sur lesquels j'avais travaillé en 1975. En 1975, on essayait d'enlever les activités artisanales, notamment et industrielles même, des centres-villes pour les mettre à l'extérieur. Maintenant, il semblerait que les nouvelles orientations, on les remet. Alors, pas bien sûr des activités polluantes, bien évidemment, mais on revient avec à l'intérieur des zones. Alors, c'est une obligation qui ne nous satisfait pas trop, parce qu'il souhaiterait imposer selon les tailles sur lesquelles on travaille, sur les surfaces de plancher, moins de 1000 m², plus de 10 000 m², sur un pourcentage d'activité qu'il faut retrouver à l'intérieur des zones. On estime que
on est assez grand pour décider nous-mêmes s'il est de bon ton et de bonne loi d'introduire du commerce, de l'artisanat à l'intérieur des zones qui vont se développer. On connaît bien notre tissu et on ne souhaiterait pas que ce soit une loi qui décide de. Je vais prendre un exemple. Dans la centralité qu'on va refaire sur Ronc, on a dit dès le départ, nous, on ne veut pas de commerce dans ce qui se fera dans le projet. Parce qu'on a un centre-ville qui marche très bien. On ne va pas les créer juste à côté d'autres cellules. Et j'ai toujours eu horreur, et vous aussi, je présume, d'avoir des fenêtres blanches pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on ne souhaite pas que ce soit imposé, mais que la ville décide s'il y a lieu, connaissant beaucoup mieux le territoire que n'importe qui, s'il y a lieu d'introduire quelque chose dans ce domaine. Pareil, pour les surfaces de commerce, dans les zones UE, les zones d'activité, on a souhaité redonner, par exemple, des possibilités de 400 mètres carrés de surface de plancher, par exemple, pour de la restauration. Ce n'est pas une zone commerciale, mais il y a des choses qui fonctionnent avec parfois les zones d'activité. C'est la restauration, c'est des services, comme dirais-je, ou d'autres activités. Donc, des extensions mesurées également sur les zones UE existantes, c'est un point qu'on va défendre également au travers du PLU. Ensuite, la pierre d'achoppement, ça a été la densité et la forme urbaine. À savoir qu'on souhaite imposer aux villes, ça ne nous concerne pas pour la première partie de la mesure, une densité minimale à 0,7 lorsqu'on est situé à proximité des transports en commun très performants. Très performants dans l'esprit de la MEL, c'est effectivement le métro et le tramway actuel et le tramway qui sera étendu. Donc il y a une obligation le long de ces lignes de transport de faire un habitat beaucoup plus dense afin d'alimenter, je dirais, de dire aux populations qui habitent de ce secteur-là, il y a des transports en commun très performants, il faut que vous les preniez. En ce qui nous concerne, on est à peu près dans les COS autorisés, même sur les transports en commun qui étaient performants, pas très performants. Ce que j'appelle performant, c'est par exemple les lignes au niveau de service. Il y aura une densité minimale de 0,3. Et ensuite, là où ça a mis le feu aux poudres, c'était, mais ça, je pense que Romain l'expliquera par la suite, c'était sur les hauteurs. Vous savez que dans le PLU, il y a des cartographies déjà sur le PLU 2 et aussi maintenant sur le PLU 3, avec un plan sur les hauteurs et un plan avec le stationnement. Sur les hauteurs, la MEL a souhaité pouvoir monter davantage en autorisant dans les zones les plus sensibles des hauteurs limitées à 10 sur 13. J'explique, c'est 10 mètres sur 13 mètres. 10 mètres étant la hauteur de façade et 13 mètres à l'arrière. C'est cette partie-là, on vous le dira, sur laquelle on se bat pour rester dans des hauteurs très raisonnées sur les fronts à rue. Alors, c'est là-dessus d'ailleurs que vous avez vu sans doute les réactions de pas mal de communes dans le secteur par rapport à ces problèmes de hauteur. On a également, comment dirais-je, pas sacralisé, c'est le mot exact. Merci. C'est pas de votre cas. Sacraliser des espaces qui étaient des espaces verts en général de lotissement en les cochant sur une catégorie, ce qu'on appelle SPA, secteur de parc et arboré, dans différents endroits de la commune. La mobilité, j'en passe, et je terminerai. Tout ce qui était la partie sur l'eau, gardienne de l'eau, c'est effectivement, vous l'avez compris, ça a intéressé surtout le sud de la communauté par rapport, effectivement, aux nappes qui sont affleurantes. Et un autre sujet sur lequel nous avions attiré l'attention, je suis pas dessus, auparavant, sur les fameuses emprises au sol. Alors effectivement, la communauté a bien entendu, c'est pas le faute d'y avoir insisté à plusieurs reprises, en disant aujourd'hui que les densités qui sont inscrites dans le PLU, on a des densités qui ne peuvent pas être dépassées 30%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Quand on prend, et on a eu le cas, c'est ça qui a attiré notre attention, je le répète en vitesse,
des lotissements comme le Lierre, les lotissements comme les Chahuans. Aujourd'hui, lorsqu'on calcule l'emprise, rien que la maison existante, elle dépasse déjà le pourcentage autorisé à respecter pour l'emprise. Ça veut dire que depuis déjà 2 ans, comme au Lierre, comme au Chahuan, on avait des gens qui venaient avec un petit projet d'extension de la partie arrière, faire un jardin d'hiver, une véranda, et on leur disait impossible. Le plus 2 ne le permettait pas. Je dirais que s'il y a un point sur lequel on s'est beaucoup battu, c'est bien celui-là. Donc la communauté aujourd'hui, dans la proposition qu'ils nous font, monsieur le maire disait tout à l'heure, c'est un document martyr, donc on y va. On a proposé de relever encore la limitation sur la densité. La MEL nous ayant proposé de prendre une densité à 40%. Et en disant aussi que sur les parcelles de moins de 125 mètres carrés, il n'y aurait pas de densité imposée. Que l'on prenne 40%, c'est mieux qu'avant, mais ça n'est pas signifiant pour nous, significatif pour nous, sur des terrains pour des grosses opérations. Encore moins en centralité, lorsqu'on a des maisons 1930, quelquefois c'est simplement à l'arrière une courette dont ils disposent. Alors là, ça devenait impossible. Donc on va demander aujourd'hui aussi de le faire, d'autoriser, de ne pas calculer la densité sur tout ce qui est terrain de moins de 250 mètres carrés. Ça va plus loin que ce que proposait la MEL, puisque dans une deuxième étape, dans ses propositions, il souhaitait les limiter à 150 mètres carrés. Surface du patrimoine, moins de 150, il n'y a pas de densité. Nous, on dit on va encore plus loin, parce que 150, on touche peu de personnes. On demande d'aller jusqu'à 250 mètres carrés sans comptabiliser de densité. Voilà, grosso modo, les explications un peu de travers sur cette révision qui est en cours actuellement. Je vous rappelle les dates. L'année prochaine, c'est effectivement l'enquête publique après avoir consulté les administrations. On aura à nouveau à redélibérer vers février ou avril par rapport à, comment dirais-je, à la proposition que la communauté fera pour mettre à l'enquête le plus 3. Romain, si tu peux embrayer peut-être. Oui, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Pétillon. Donc je vais simplement rappeler quelques points que vous avez déjà tous les deux soulevés. Le premier point, c'est les délais plus que restreints que nous regrettons, que nous avons eu à notre disposition pour pouvoir remettre un avis à la MEL sur des documents aussi structurants qu'un plan local d'urbanisme. Deuxième point que vous avez déjà évoqué, Monsieur Pétillon, c'est sur les hauteurs. Nous souhaitons conserver les hauteurs de 7 et 10 mètres, donc comprenons hauteurs relatives et absolues, évoquées en PLU2, et non avancer, évoluer vers des hauteurs de 10 et 13 mètres. Ensuite, sur le coefficient de mixité fonctionnelle que vous évoquiez également, Monsieur Pétillon, la ville de Ronc le remet en question, puisqu'il pourrait avoir pour conséquence de ne pas répondre à la réalité des besoins d'une opération au regard de l'environnement proche qu'on pourrait connaître. C'est le cas, Monsieur Pétillon l'évoquait, dans le cadre d'un projet qui se ferait en centralité. Et enfin, nous rappelons, vous le soulignez, Monsieur le maire, qu'il est important, au travers de ce PLU, que soit renforcée la place et le rôle du maire dans le cadre des validations de permis de construire, afin que ce dernier puisse garantir le respect et l'identité de la commune et le bien vivre ensemble en son sein. Je vous propose de voir maintenant l'ensemble des points soulevés au regard du règlement du plan local d'urbanisme et de sa cartographie. Un premier point relatif à la continuité écologique, puisque nous souhaitons que soit assurée une continuité piétonne et écologique entre les parcs Van Steenkist et Croès, sur le site de l'actuelle piscine, par le déploiement d'un espace réservé pour espace vert sur une partie de ce foncier. Nous souhaitons ensuite, au regard des différents aménagements ayant donné lieu à dépollution, que soit retiré l'indice sol pollué de l'assiette foncière de l'opération Actival 2. Aussi, la ville de Ronc souhaite que soit retirée la réserve L1 de la parcelle AT0437, donc la parcelle désormais le Clos Margot, puisque l'opération a pu être livrée en 2021. Nous demandons également une mise en cohérence des zonages sur les parcelles AP 309, 307, 308, 306, 305, 304, 623 et 217, situées rue de Tourcoing, pour les raccrocher au zonage voisin, c'est-à-dire les raccrocher à un zonage de type pavillonnaire plutôt qu'un zonage de centralité, puisqu'on considère qu'on est tout de même assez éloigné de la centralité à cet endroit-ci.
Nous demandons également que soit réétudié le périmètre de l'espace naturel sur le parc rural du Bois-Laurent afin de l'y étendre et d'en protéger davantage les espaces boisés et les espaces verts que l'on peut y trouver. En point 6, la ville de Ronques propose d'appliquer une protection environnementale, donc dans le même sens que ce que nous venons de voir sur le Bois-Laurent, sur les terrains suivants. Donc, on est sur les terrains en dessous. Oui. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, l'espace vert rue Brossolette, donc face à l'école Neruda, située au Lierre. Nous proposons également d'appliquer une protection environnementale sur le square Céline Kenny. Donc, c'est l'image suivante, logiquement. Voilà, nous proposons la même mesure sur les espaces verts situés rue Charpentier et jouxtant le boulevard d'Halluin. Donc c'est la deuxième vignette que l'on voit à l'écran. Il en va de même pour l'espace vert situé rue Paul Valéry, donc au Chat-Huant, qui est situé entre la rue André Messager et Massenet, et contre la rue Paul Valéry. Enfin, la ville rejette la proposition de l'AMEL d'appliquer une protection environnementale sur la parcelle AK631 qui est située à l'arrière de la rue de la Briqueterie pour lui préférer une autre parcelle, la parcelle AK0145 qui est, elle, située à l'arrière du collège Paul-Éluard et sur laquelle se situe d'ores et déjà actuellement une zone humide. L'environnement proche paraît donc préférable à protéger puisqu'on sait très bien que la faune et la flore ne s'arrêtent pas et ne se limitent pas au trait de la zone humide mais va bien au-delà. Donc on souhaite en ce sens protéger ce zonage de manière plus large. Point 7 ensuite, la ville demande, donc Michel Pétillon, vous l'évoquiez, que puisse être augmentée l'emprise au sol au sein des lotissements, donc sur le zonage UCO 4.2, pour permettre l'extension mesurée des logements afin d'assurer le parcours de vie en son sein. Nous l'évoquions déjà, Monsieur Zajda, Mesdames, Messieurs, à l'occasion du PADD, c'était un point qui nous tenait à cœur du fait des remontées de la population. En effet, la proposition de l'AMEL de déplafonnement se limitait jusqu'alors à 150 mètres carrés, ce qui ne permettait pas de faire face aux difficultés soulevées par les riverains de ces quartiers, puisque la parcelle moyenne y est de 200-250 mètres carrés. Nous demandons donc que ce niveau soit levé aux 200-250 mètres carrés. Enfin, nous demandons le retrait de la réserve L3, située rue de la Latte, puisque l'opération y est actuellement en cours de finition. Nous demandons également à proximité de cette parcelle, donc sur le foncier situé entre l'école et le boulevard d'Halluin, que ce zonage soit raccroché au zonage UP du parc de l'annexe mairie afin d'y assurer une protection environnementale. Voilà sur les différents points des règlements et des cartographies du plan local d'urbanisme. Un dernier point, cette fois-ci relativement aux orientations d'aménagement et de programmation, puisque la ville de Ronques propose l'intégration des servitudes de mixité sociale de 30% sur son territoire, sans ciblage, afin de poursuivre sa démarche en faveur du logement pour tous et au regard des éléments du PLH et des contrats de mixité sociale, ainsi qu'aux exigences de la loi SRU. Est également proposé de fixer dans ce cadre le curseur à 40% dans le cadre de l'OAP sur le site Coubronne et à 30% sur toute opération supérieure à 12 logements. Voilà, merci. Merci, Monsieur Pétillon et Monsieur Waquet. Y a-t-il des questions, Monsieur Zajda? Oui, merci. Alors, on a beaucoup de points où on est tout à fait d'accord avec les propositions, mais pas tous. Et quelques petites remarques complémentaires également, si je peux me permettre. Alors, juste le point très positif, c'était par rapport au point 1 et point 8, puisqu'on sacralise aussi cette partie-là enfin, en tout cas, le souhait de la ville est de sacraliser l'espace naturel qui est aux alentours de nos parcs publics, notamment la parcelle où il y a la piscine. Donc, si je comprends bien, on la garde bien en zone nature, en zone UP, si j'ai bien suivi le. Ce qui est demandé, c'est de conserver une liaison entre les deux parcs. Donc, pas nécessairement la totalité de la parcelle, mais qu'il y ait une liaison qui soit assurée entre les deux parcs. Parce que là, c'est vrai que sur la proposition du plus 3, il était passé en UCO 2.2. Et il était peut-être en UP, c'était pas très clair dans le. Oui, il est passé en UCO 2.2, donc ce qui sera conservé sur partie, mais on demande est-ce qu'il y a bien une continuité entre les deux parcs et qu'on puisse avoir une continuité verte. En tout cas, c'est une totalité, on sera même
même plutôt favorable. Ensuite, nous avons remarqué aussi par rapport aux sacralisations de certaines zones dans les quartiers, dans les zones vertes, on aurait proposé également les parcelles AT 222, 219 et 221 rue Charpentier. Il y a aussi un grand espace vert et on souhaitait, si c'était possible, de pouvoir le mettre aussi dans cette zone-là, comme le bout de la rue Charpentier. Après, j'avais une interrogation aussi sur la parcelle du lac du Bois-Laurent, parce qu'on n'en a pris qu'une partie. Il y a un petit triangle qui reste tout seul. C'est un problème graphique, ça. On prend bien l'ensemble de la partie, c'est parce que la parcelle est découpée en triangle. Il y avait deux parcelles, en fait. Donc, voilà, donc c'était aussi pour signaler ce point-là. Le point 6, par contre, est-ce que vous pouvez me réexpliquer pour la zone humide qui est autour du collège, parce que j'ai pas tout à fait bien compris. Le point 6, on rejette en réalité donc une proposition de l'AMEL d'appliquer une protection environnementale sur un terrain qui est situé à l'arrière de la briqueterie, et on lui préfère un autre terrain qui est juste à l'arrière du collège, sur lequel on a déjà une petite zone humide. En fait, on propose d'agrandir ce terrain, donc la zone humide reste bien protégée, hein, bien sûr, et puis cet endroit nous paraissait plus opportun au regard de la continuité écologique, etc. Après, le point 4, on est aussi favorable d'une baisse du niveau. Ça rejoint un petit peu la délibération de tout à l'heure avec Alphonse Leul pour essayer de légèrement moins densifier ce quartier. Et le dernier point que j'ai perdu. Attendez, je vous demande un petit instant. Non, bah écoutez, je m'en souviens plus. donc oui, si, un point. En fait, c'est un point que vous n'avez pas présenté, donc qui est le grand changement entre le plus 2 et le plus 3, c'est par rapport à la centralité et le site Coubronne. Donc forcément, nous, on n'était pas favorable sur ce projet-là. Donc on réitère notre remarque à ce point-là. Donc voilà, là le projet que vous proposez, c'est bien le plus 3 avec les remarques de la ville. Nous, dans ce cas-là, nous ferons une abstention sur ce vote. Donc il n'y aura pas de vote contre, parce qu'il y a pas mal de points où on est en phase avec vous. Si j'ai oublié un petit point quand même, excusez-moi, c'était de pouvoir aussi retransformer en zone agricole certaines terres qui sont propriété de la ville, au-delà de celle de la piscine évidemment, puisque le projet est déjà en cours, mais s'il existe encore des terrains communaux cultivés, on souhaiterait les passer en A. Donc voilà, notre groupe s'abstiendra sur le plus. Monsieur Wauquiez ou... Si Monsieur Pétillon veut compléter certains points, moi, voilà. C'est bon de mon côté. On a de mémoire, pour un peu au dépourvu, la ville n'est plus propriétaire de terres agricoles qui sont classées non constructibles sur le territoire. Elles sont toutes occupées aujourd'hui sur une politique soit de préservation. Je parle de terres, par exemple, entre Actival 2 et les Chiaguides. Sinon, tous les autres ont une destination à terme sur le plus. Des destinations qui sont déjà engagées, d'ailleurs. Et par ailleurs, sur... comment dirais-je, le terrain rue Gustave Charpentier, c'est pas du tout un oubli. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas un oubli. C'est un oubli, on a souhaité le mettre en... Ce terrain, vous le savez déjà, vous l'ayez oublié, ça m'étonnerait, c'est une propriété ville à l'origine, elle ne faisait pas partie du périmètre de l'espace, comment dirais-je, des Chahuans. C'était un bien propre à la ville. Donc, c'est pas dans le même esprit que le déclassement qu'on voulait faire sur la revente sur les autres terrains, pour oublier peut-être de faire un impair. Donc, on le conserve pour l'instant
il est hyper bien placé. Son avenir, sans doute, on verra au moment aussi d'engager la réflexion sur la zone de 12 hectares entre les Chahuans et la partie de la Nutland. C'est très à proximité, donc on verra un peu comment ça se passe. Donc c'est une volonté de ne pas la sacraliser. De toute façon, il est évident que maintenant, en plus, avec le plus qu'on va voter avec des hauteurs limitées, on sait déjà, mais c'était déjà même dans l'esprit, ça ne serait que de la maison individuelle à cet endroit-là. Et ensuite, je souhaiterais rectifier la délibération sur le plus. On avait parlé entre nous, le plus parle de 200 à 250. Je souhaiterais affirmer 250. On a fait une moyenne un peu des surfaces. On la corrigera dans ce sens pour mettre à 250. D'accord? C'est possible? Oui. Okay. D'autres remarques, Michel? Non, pas trop. Non. Je tiens à dire, hein, c'est pas un travail facile. J'aurais aimé vous entendre à la plénière aussi, parce qu'on n'a pas eu de discussion à la plénière. J'étais pas, excusez-moi. Non, je sais, mais votre groupe était représenté quand même. Et c'est intéressant aussi de discuter sur ces projets, sur la vision qu'on a de la ville. Parce que si je vous écoute aujourd'hui, on construit nulle part, et je ne sais pas comment on répond aux attentes du préfet, aux attentes de la MEL. Voilà. Donc c'est un travail d'équilibriste tout ça. Hein. Comme disait Michel, c'est pas un long fleuve tranquille. Et nous, on essaye d'aménager notre ville de façon à ne pas être bloqué, mais aussi de préserver des espaces, comme Romain l'a présenté tout à l'heure, et de faire en sorte que tout ça puisse se coordonner de façon tout à fait homogène et avec une vision environnementale préservée. Donc voilà. Donc quand vous recevez un courrier du vice-président, quand vous recevez un courrier du préfet nous disant attention, ne faites, faites les logements sociaux, construisez. Moi, je réponds au préfet en disant oui, on va faire des constructions, mais on va le faire de façon apaisée et de faire en sorte que on ait bonne figure auprès de toutes ces instances. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez pas toutes les contraintes qu'on a. Et le travail qui est fait par les services, qui est fait par les élus et aussi par la MEL est un vrai travail d'équilibriste. Donc ils essayent vraiment de s'adapter. Et nous, on essaye de porter notre patte et de mettre en avant que finalement, la décision finale, elle revient au maire d'aménager et de faire en sorte que cet aménagement soit convenable et puisse donner ce côté agréable du vivre ensemble et du vivre ensemble à Ronques. Voilà. Monsieur Zaja. Alors, vous n'avez pas employé ce terme-là, mais à croire que si on était si intégriste que ça, on aurait demandé que toutes les terres cultivées étaient passées en A. Donc, ce qui n'a pas été le cas. On a demandé simplement sur des terrains qui étaient encore... Alors, je pense que derrière Actival, il y avait des terrains où, à ma connaissance, il n'y avait pas forcément encore de projet. Et derrière la future piscine, je crois qu'il y avait encore un petit bout de terrain, comme vous m'avez expliqué la dernière fois. Donc, voilà, c'était ces petites zones-là que donc, vous avez dit c'est des terrains qui appartiennent à la ville et on ne les a pas... mais enfin bref, on ne va pas aller sur ce détail-là. Et par contre, je souligne bien votre refus sur la rue Charpentier, donc qui touchera quand même, quand on va densifier, à un espace vert en moins dans le quartier. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Je ne vous permets pas de dire ça, d'ailleurs. Vous savez pas que vous avez dit on va le garder pour quand on va construire à côté. Donc, on va construire sur ce terrain. Alors, on en reparlera quand vous voterez cette délibération. Alors, je rappelle, hein, M. Pétillon n'a pas parlé de construction. Il a juste dit on préserve ce terrain en regardant, j'irai pour l'avenir. Mais aujourd'hui, et je le redis ici, hein, aucune construction n'est prévue sur ce terrain-là. On a pu voir passer dans le passé qu'il y aurait pu avoir un commissariat sur ce terrain-là, il y aurait pu avoir une crèche, voilà. Donc aujourd'hui, si on n'a pas de vision
sur ce terrain-là, mais on ne veut pas non plus se bloquer. Voilà, si demain, l'avenir nous dira si on a d'autres projets là-dessus. Mais il n'y a rien dessus. Je sais que vous aimez bien souffler sur des braises, faire en sorte que faire croire aux gens qu'on va construire et on va densifier, j'irais sur du R+12, mais c'est pas du tout ça. Non, ouais. On essaye de préserver notre ville et vous n'êtes pas. Je n'ai pas dit que vous étiez intégriste, hein, mais vous êtes incohérent. Ça, c'est sûr, je dirais, par rapport à la gestion de la ville et par rapport à la gestion du urbanisme. Et voilà, donc j'aurais aimé un peu plus de travail sur ces points-là, parce que c'est un vrai travail qui a été fait pendant cet été sur le +3. Et aujourd'hui, je ne retrouve pas finalement vos points que vous avez mis dans votre programme sur les constructions et tout ça. Je ne les retrouve pas dans vos propositions aujourd'hui. Donc c'est un peu regrettable, mais voilà, je pense que le débat est valorisant, je dirais, par rapport à ce qu'on met en place. Mais il faut aussi apporter des choses à ce débat-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas une opposition qu'à apporter des éléments nouveaux, je pense, sur ce point-là. Monsieur Pétillon. Oui, j'avais une définition à peu près identique sur la position que vous avez. Comme on dit à Ronc et dans le secteur, vous auriez de la paille, vous sauriez faire du fumier. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non, juste pour préciser, monsieur le maire, excusez-moi, vous avez justement signalé que vous aviez eu très tardivement les documents, puisque vous les avez eus fin juin, début juillet. Vous avez eu tout le service qui en a travaillé. Moi, je l'ai eu il y a une semaine avant la commission. Hein, donc, et je n'ai pas les services techniques derrière pour pouvoir étudier. Donc, on l'a travaillé, on l'a étudié, on l'a retravaillé, notamment dans notre réunion de groupe. Donc, on vous a apporté certaines propositions. Sans oublier que je vous ai proposé de vous rencontrer, de on s'est rencontrés, on en a discuté, monsieur le maire. Non, et voilà. Et nous, ma porte est ouverte, mes documents sont ouverts. Si vous me les demandez, c'est pas moi qui vais voilà, vous poser. Nous, c'est consultable. Hein, je dirais, on a tous les éléments. J'ai jamais eu de proposition de votre part en disant donnez-moi tous les documents du +3. Ils sont encore sur mon bureau. Hein. Moi, j'ai un classeur complet avec les centaines de pages et voilà, on les a travaillés. Voilà, je peux que le regretter. Donc, n'accusez pas qu'on fait de la rétention de documents ou d'informations. Je n'ai pas dit ça non plus, monsieur le maire. Hein. J'ai simplement dit que, avec les moyens que nous avions, nous l'avons encore eu plus tardivement que vous, donc il y avait forcément un travail probablement pas assez satisfaisant pour nous, mais qui est quand même conforme à notre programme. Pas d'autres remarques? Je porte voix par rapport à ce plus et ces remarques qu'on a fait au plus dans cette délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre. Je vous en remercie. Je rappelle juste par rapport au plus, il y aura l'enquête publique. Donc je vous invite aussi, et j'invite la population à aller mettre toutes les remarques lors de cette enquête publique, parce que c'est important. Ça fait aussi évoluer les choses par rapport à cette enquête publique et des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues dedans. Monsieur Pétillon, vous vouliez réagir? Non. Je vous en remercie. Dernière délibération. Merci pour cette présentation. Non, il y a encore d'autres délibérations, monsieur Pétillon, excusez-moi. Programme local d'habitat, le PLH. PLH 3. On a vu le +3, PLH 3. Celui qu'on avait vu, le PLH 2, auparavant, n'était pas, comment dirais-je, faisait pas partie des documents obligatoires dans le +2. Par contre, maintenant, le PLH 3 est un document qui va s'adosser au PLU 3. C'est vrai que les programmations de logement, c'est une chose importante. Rappelez-vous les déclarations du président de communauté qui souhaiterait que l'on construise une moyenne de 6 000 logements par an sur le territoire communautaire, poussé aussi par le préfet qui dit, écoutez, vous avez quand même pas mal de villes et qui ne respectent pas la loi SRU. Donc le préfet aujourd'hui nous pousse même à aller plus loin que le PLH 3 en demandant aux villes de signer ce qu'on appelle des contrats de mixité sociale. Ce sera une délibération qui sera prise vraisemblablement au printemps. Alors, qui dit contrat, dit un engagement signé. Et ça dit également que, ce que dit le préfet, il y aura des facilités pour arriver à tenir ces programmes, mais il y aura aussi des sanctions. On aura l'occasion de leur parler.
sur des taux à respecter. Et les représentants du préfet ne se cachent pas qu'un jour ou l'autre, dans certaines communes qui font vraiment la mauvaise tête par rapport à ça, à tenter de faire des efforts, il impose, je dirais, le programme dans la commune sur un permis qui serait à délivrer. Aujourd'hui, on en est au PLH3 communautaire, donc vous avez eu les documents, je présume, avec toutes les opérations actualisées. Je ne pense pas que ce soit utile, tout le monde a eu la délivre, je présume. C'est 2 pages. Vous l'avez ou pas, Marjorie? Non? Le tableau? Non pas. Je peux le citer en vitesse pour les lister. Alors, modification d'un projet déjà affiché dans la cartographie communale. Créer promotion, on en a parlé tout à l'heure, 19 logements. La propriété Vermeau, rue de Lille, face à Pierre-Mauroy 1. C'était 37 logements. Le programme va être revu. Trop coûteux. Les matériaux, c'est toujours maintenant, enfin, ça commence à devenir maintenant les réactions des promoteurs. Sentier Pellegrin, 19 logements, le chantier a démarré. Rue des Frères Bonduel, 9 logements, juste à côté de la maison de retraite, le chantier a démarré aussi. L'école Pergaud devrait voir un début de travaux à la fin de l'année, 89 logements. Actival 224, c'est fait. Château Alphonse-Leul, on est sur un projet d'un peu plus de 30 logements. Les tapis Catry, le projet était refusé une première fois. Il y a un nouveau dossier déposé, 45 logements. L'ancienne école Triolet, programme estimé à 30 logements. Site de la gare, estimé à 35 logements. Il n'en reste plus beaucoup. Et ensuite, des ajouts sur la cartographie. Coubronne, pour info, l'AOP 103, qui fait partie de la révision du plus 3, estimé à 220 logements. 221 rue de Lille, c'est juste avant d'arriver au Blanc-Four, sur la partie droite, un petit terrain, 9 logements, c'est LMH. La parcelle à Villogia, AZ 149, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, 17 logements. Voilà aujourd'hui, sur le PLH3, ce qui figure. Et les contrats de mixité sociale seront à prendre à l'intérieur de ce qui est proposé ici. C'est bon. Merci, Monsieur Petillon. Y a-t-il des questions concernant le PLH3? Vous allez dire que je fais encore des remarques. Simplement signaler que site de la gare, ancienne école Triolet, Château-Leul, ce sont des terrains communaux où on va construire, et on n'en avait pas forcément parlé, notamment pour l'école Triolet et la gare, même si j'étais pas dupe, évidemment, sur ces points-là. D'autres remarques? Pas d'un. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, abstention. Encore une dernière délibération, Monsieur Petillon? On avait déjà pris une délibération l'an passé pour parler du GNO. C'est tout ce schéma de mutualisation qui se fait par la MEL et qui nous demande si nous souhaitions participer. Déjà, sur le principe, oui, mais pas toutes les, qu'on dirait, tout le menu qui est proposé. Il y a quatre choses. Et pour aujourd'hui, le numéro 1, on a déjà Urbain-DS, que vous avez voté la délibération l'an passé, en juillet, pour juillet 2021. Nous passons par une société qui instruit tous nos documents d'urbanisme, également les documents les enseignes sur la commune. Et aujourd'hui, on est d'accord pour participer sur le principe à ce schéma de mutualisation. Alors, il y a une grille pour une ville de 10 000 à 20 000 habitants, c'est 1 178 € par an d'adhésion. Donc, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et on continue à travailler de façon satisfaisante avec le portail numérique sur la gestion des autorisations d'urbanisme. Bon, y a-t-il des questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité.
Je vous remercie, Monsieur Pétillon. Vous pouvez finir votre verre d'eau. Vous avez fini votre délibération de la 1-18. Dernière délibération concernant la mutualisation. Alors, ça avait été présenté et ça avait été mis à disposition, ce document sur la mutualisation. Bon, petit rappel, hein, nous travaillons sur la mutualisation avec la MEL. Différents contrats ont été signés depuis le lancement de ces mutualisations, hein, qui avait été lancé le 19 juin 2015. Actuellement, nous avons différentes prestations qui sont faites en mutualisation. 18 dispositifs sont proposés. Pour les citer, il y a le RGPD, la vidéoprotection, l'UGAP. Et dans les prochaines années, il y aura d'autres développements qui seront proposés. Et donc, vous retrouvez dans ce rapport ce développement de la mutualisation et de la coopération entre la MEL et les communes et les projections sur les années 2022-2026. Il est à votre disposition pour le consulter, ce rapport. Je ne sais pas s'il y a des questions. Juste une petite remarque, c'est un tableau qui vient de la MEL. Hein. Sur le point, c'est l'annexe, je ne sais plus quel point je le vois plus, avec l'ensemble du nombre d'équivalents temps plein et les coûts. Ce qui aurait été peut-être bien aussi, c'était de voir le nombre de communes rattachées, puisqu'il y a une évolution entre 2019, 2020, 2021, donc avec des effectifs qui augmentent. Et forcément, ça a dû avoir un impact avec des communes qui adhéraient. Donc ce rapport-là aurait pu être intéressant de le montrer. Ce qu'il y a, c'est que 100% des communes sont dans le schéma de la mutualisation et 53% des communes ont entre 5 et 9 actions. Donc déjà, ça donne des critères. Donc c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ces résultats. Et bon, ça engendre quand même quelques dépenses de 1,3 million. Donc vous voyez que l'effectif a évolué, mais le dispositif a été intégré dans toutes les communes de la métropole et avec un taux supérieur à 50% pour 5 à 9 actions par commune. Donc, d'autres remarques? Je ne sais pas si je dois le mettre aux voix. C'est pas aux voix, Madame Manel. C'est juste un rapport. Voilà. Et bien, dernier point à l'ordre du jour, c'est concernant les arrêtés et décisions du maire. Donc, vous les retrouvez au secrétariat général. Axel et Marjorie sont là pour vous accueillir et vous les mettre à disposition concernant ces décisions qui datent depuis le 4 juillet 2022 au nombre de 47. Voilà, je vous remercie pour cette séance du conseil municipal. On se retrouve le 12 décembre pour le prochain conseil municipal de fin d'année. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien et continuons à vivre ensemble. Là,